On se plaît à dire que nous pensons, que nos opinions sont les nôtres. Nous posons nos jugements sur la table comme on pose un objet bien à nous. Mais si l'on gratte un peu, combien de ces idées sont réellement forgées dans l'effort solitaire d'une réflexion exigeante? Et combien sont simplement héritées, reprises, répétées? La plupart des pensées circulent comme des pièces de monnaie usées. Elles passent de main en main, changent de propriétaire, mais leur valeur n'est plus qu'un accord tacite. Elles ne valent que parce que tout le monde accepte de faire semblant. Penser vraiment, c'est rompre cet accord. Et rompre cet accord, c'est rompre le confort. Le confort intellectuel ne se présente pas comme une prison. Il se déguise en sécurité. Il parle le langage de la bienséance. C'est une atmosphère douce, presque maternelle, qui protège, mais qui empêche aussi de voir. Car voir exige de soulever le rideau. Et soulever le rideau, c'est laisser entrer un vent qui dérange. Le confort ne supporte pas ce vent. Il le qualifie de négatif, inutile ou dangereux. Il préfère que tout demeure tiède. Mais la pensée véritable ne vit pas dans la tiédeur, elle est un feu qui ne se contente pas de réchauffer, il brûle. Ceux qui veulent vraiment penser doivent accepter d'échanger la chaleur rassurante contre la brûlure lucide. Et c'est là que le chemin s'ouvre. Le moment où l'on comprend que rester bien installé dans le consensus, c'est renoncer à la vérité. Ce renoncement est doux, presque invisible, mais à long terme, il est corrosif. Car ce qui ne se confronte pas au réel finit par se fossiliser dans la répétition. Le penseur authentique est celui qui refuse cette fossilisation, même si cela implique de vivre dans un inconfort permanent. Ce n'est pas une posture héroïque, c'est simplement la conséquence de ne pas vouloir s'aveugler soi-même. On ne détruit pas un confort intellectuel en le dénonçant. On le détruit en le remplaçant par une vision plus vive, plus vraie, plus difficile à fuir. C'est de là que vient la première blessure. La rupture avec ce qui nous rendait si tranquilles. Penser vraiment, c'est heurter. C'est tracer une ligne dans le sol. Et savoir que certains ne la franchiront jamais. Ce n'est pas par goût de provocation, c'est le prix de la vérité. Celui qui pense avec honnêteté ne peut s'empêcher de toucher aux fondations. Les récits officiels, les valeurs admises, les mythes entretenus. Et lorsqu'on touche aux fondations, ce n'est pas soi que l'on ébranle en premier, c'est l'autre. La blessure naît là, non pas comme une attaque personnelle, mais dans le décalage insupportable entre ce qui est cru et ce qui est vu. Dire ce que l'on voit vraiment, c'est parfois déraciner ce que l'autre pensait être sa vérité. C'est lui retirer le confort de l'illusion. Et rares sont ceux qui pardonnent à celui qui les a privés de ce confort. Mais la blessure ne s'arrête pas à l'autre, elle revient vers celui qui parle, sous la forme d'une trahison profonde face à la falsification. Nietzsche savait que la pensée véritable ne se construit pas sur des certitudes polies, mais sur des fractures. Penser vraiment, c'est accepter que chaque phrase juste soit une pierre lancée dans l'eau tranquille des autres, et que les ondes qu'elle propage, tôt ou tard, reviennent vers celui qui les a provoquées. Ce retour prend la forme du rejet, de l'hostilité ou du silence froid. Et pourtant, c'est dans cette tension que la pensée se prouve. Une idée qui n'a blessé personne, ni dérangé aucune certitude, a-t-elle jamais été vivante?
Penser vrai, c'est blesser l'ordre établi pour qu'un ordre plus vrai puisse naître. C'est refuser le rôle de spectateur passif pour devenir un point de rupture. La blessure est le signe que quelque chose a bougé. Le monde moderne a perfectionné l'art de l'anesthésie de l'esprit. Elle se pratique à coups d'informations superficielles, de divertissements idiots incessants, de slogans qui remplacent les questions. Cette anesthésie ne se vit pas comme une oppression, elle se vit comme un confort. Elle promet la tranquillité à condition de ne plus regarder trop loin, ne plus creuser trop profond. Celui qui pense vraiment ne peut pas rester sous cette sédation permanente. Il ne peut supporter les phrases toutes faites. Il ne peut tolérer qu'on réduise la complexité à quelques mots polis bien choisis pour qu'aucun esprit ne se trouble. Refuser l'anesthésie, c'est accepter que le bruit du monde devienne insupportable. C'est choisir d'entendre les dissonances, de voir les fissures, de sentir l'odeur du mensonge, même lorsqu'il se cache sous le parfum de la bienséance. Refuser l'anesthésie, c'est aussi devenir un corps étranger. L'esprit qui ne s'engourdit pas dérange les esprits engourdis. Celui qui reste éveillé met mal à l'aise ceux qui dorment. Nietzsche aurait dit que cette gêne est le signe d'une vitalité intacte, que la pensée ne vaut rien si elle ne provoque aucune tension. Car une idée qui ne froisse personne n'est souvent qu'une idée déjà morte, conservée pour l'ornement plutôt que pour la transformation. L'anesthésie est subtile. Elle ne vous demande pas de croire, seulement d'acquiescer. Le refus, lui, est radical. Il ne se contente pas de dire « je ne crois pas ». Il exige d'aller voir par soi-même et d'assumer ce que l'on découvre, même si c'est irréversible. Sortir de l'anesthésie, c'est reprendre contact avec la douleur de voir clair, une douleur qu'aucune distraction ne peut vraiment apaiser. C'est cette douleur qui devient le carburant du penseur véritable. Elle ne le brise pas, elle le maintient en mouvement. Il y a un moment où la pensée cesse d'être un jeu d'arguments et devient une épreuve. Nietzsche écrivait « Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme te regarde aussi. » L'abîme n'est pas un concept, c'est l'expérience de l'absence de repères. Plus de réponses toutes faites, plus d'autorité auxquelles se soumettre, plus de sens prêt à porter. C'est une nuit intérieure, un silence qui absorbe toutes les certitudes. Et c'est là que beaucoup reculent, car l'obscurité est immense et il n'y a aucune garantie qu'elle se dissipera. Ceux qui restent dans l'anesthésie ne connaissent pas cette nuit, ils s'endorment avant qu'elle ne tombe. Mais celui qui refuse de se fermer les yeux y pénètre tôt ou tard. Nietzsche n'a jamais promis la lumière au bout du chemin. La pensée véritable ne se nourrit pas de promesses, mais de lucidité. Traverser la nuit, ce n'est pas chercher désespérément un point lumineux à l'horizon. C'est apprendre à marcher sans lumière et à trouver dans cette obscurité une forme nouvelle de vision. Car dans l'abîme, les contours habituels disparaissent. Ce que l'on prenait pour des vérités évidentes se dissout. Ce que l'on croyait solide se révèle friable. Le risque est grand, on peut y perdre le goût de continuer. Mais c'est précisément ce risque qui sépare la pensée réelle de la simple opinion. Et parfois, dans ce noir absolu, apparaît une clarté nue, austère, qui ne doit rien aux illusions perdues. C'est cette clarté-là qui annonce la trajectoire irréversible. Après la nuit, il n'y a pas de retour possible. Celui qui en revient n'est plus celui qui est parti. Il ne cherche plus à arranger ses pensées pour qu'elles soient acceptables. Il ne parle plus pour être aimé, mais pour dire ce qui doit être dit. Cela ne rend pas la vie plus facile. Cela la rend plus exigeante.
et plus tranchante, mais aussi plus vivante. Nietzsche appelait à devenir un esprit libre, non pas un esprit détaché de tout par cynisme, mais un esprit qui a pris la mesure de ce qu'il doit créer pour lui-même. Car une fois les illusions tombées, il faut bâtir à partir de ce qui a survécu à la nuit. Cette construction n'a rien d'un plan d'architecte parfaitement tracé. C'est une trajectoire. Celle que l'on suit parce qu'elle correspond à ce que l'on est devenu, et non à ce que l'on attend de nous. Et cette trajectoire, une fois trouvée, ne se détourne plus pour plaire. Ce n'est pas une promesse de bonheur ni même de sérénité. C'est une promesse de fidélité à soi, quoi qu'il en coûte. Penser vraiment, c'est porter la blessure comme la preuve qu'on a osé regarder, ce que d'autres évitent. C'est refuser de revenir à l'anesthésie et continuer d'avancer, même seul, sur cette route qu'on n'avait pas forcément prévue, mais qu'on sait désormais être la sienne.